Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Donald Trump annonce déjà ses premières mesures économiques. Après son investiture en janvier, le nouveau locataire de la Maison-Blanche prévoit d'augmenter les droits de douane de 25% sur les produits venant du Canada et du Mexique, liés pourtant par un accord de libre-échange. La Chine également dans le viseur avec une hausse de 10%. Il s'agit des 3 plus gros partenaires commerciaux des États-Unis. En réaction, la Chine a affirmé que personne ne gagnera une guerre commerciale. Pékin, qui estime la coopération commerciale et économique entre la Chine et les États-Unis mutuellement bénéfique par nature. Le ministre de l'économie allemand Robert Habeck a lui appelé l'Europe à se préparer à des annonces similaires, disant que l'Union européenne devait réagir de manière unie et montrer clairement que tout le monde était perdant. Assistons-nous au retour des guerres commerciales? Nous en parlons ce soir avec vous, Monsieur Mostafa Ljay. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Madame Félicie, très ravi d'être parmi vous ce soir. Avec nous également Monsieur Hicham Mouatadid, vous êtes expert en stratégie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation également. Alors, messieurs, nous allons parler de ces annonces, donc ces mesures annoncées par Donald Trump, celle de la hausse des taxes douanières. Donc, quelle réaction par rapport au Mexique, le Canada et la Chine, Monsieur Ljay? Alors, comme vous l'avez dit dans votre préambule, effectivement, et on le savait donc déjà dans le premier mandat, donc la politique du président Trump est ouvertement protectionniste. Donc, il a, comme vous le savez, dans ses intentions, donc, il va augmenter les droits de douane pour des pays partenaires, ces premiers partenaires, c'est-à-dire le Canada, le Mexique et la Chine, de 25%. Et il va rajouter 10% en plus des taxes qu'il avait prélevées auparavant, que je pense que le gouvernement Biden a maintenu, et 10% de plus. Tout cela pour, comme il a dit, America First, Make America Great Again, pour protéger, donc, si vous voulez, son économie et montrer sa volonté protectionniste. Cela, bien évidemment, va avoir des conséquences sur une perte de PIB au niveau mondial. Cela va également donner un nouveau redéploiement du commerce mondial. Et bien évidemment, comme ça a été dit, maintenant, je pense que la Chine a été très sage en disant que personne n'a intérêt à avoir cette guerre commerciale, dans l'intérêt de personne. Mais on verra dans les faits en janvier quand les choses comme ce mandat, comme M. Trump démarrera son mandat. Un redéploiement donc du commerce mondial. Monsieur Mouatadid, je le disais, donc le Mexique et le Canada également concernés, sachant que ces deux pays disposent déjà d'accords de libre-échange avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que aujourd'hui l'Europe doit s'attendre à également être imposée à son tour? D'abord, pour répondre à la première partie de la question concernant les relations entre les États-Unis ou l'impact en fait de cette décision de Trump vis-à-vis ou à l'égard du Canada et du Mexique, on l'a vu rapidement en fait comment les Canadiens et même les Mexicains se sont vraiment rapidement réunis à leur niveau, chacun à leur niveau, pour se préparer à faire face à ces menaces économiques sérieuses. Pourquoi? Parce que ils le comprennent en fait dans la culture. Ils comprennent que Trump, lorsqu'il a avancé ses décisions, c'est dans son esprit, c'est le fait de s'imposer comme négociateur. Il n'a pas avancé dans le but vraiment de déstabiliser en fait les relations économiques entre les États-Unis, Ottawa et Mexico, mais c'est beaucoup plus en fait dans le fait de ouvrir le terrain d'une nouvelle négociation à ces accords qui lient les États-Unis, le Canada et le Mexique. Maintenant, pour ce qui est en fait des Européens, je pense que les Européens l'ont compris aussi rapidement. Ils se préparent déjà à vraiment
s'asseoir sur la table avec l'équipe de Trump et surtout à vraiment préparer leur économie à s'adapter à la nouvelle énergie de la Maison-Blanche. Donc, renégocier les accords déjà en place aujourd'hui, et puis une Europe qui se prépare à d'éventuelles mesures également. Monsieur Ljay, vous le disiez tout à l'heure, donc la Chine, il y a eu cette réponse de la Chine qui disait que la guerre n'était dans l'intérêt de personne, la guerre commerciale bien évidemment. Pourquoi aujourd'hui Donald Trump imposerait des taxes qui, peut-être à court terme, pourraient favoriser l'économie américaine, mais à moyen et long terme pourraient s'avérer néfastes? Écoutez, je pense, comme il avait dit, c'est pour protéger son industrie locale. Il a parlé de l'industrie automobile, il a parlé de plusieurs types d'industries, il a même parlé de délocalisation. Donc l'idée, comme vous le savez, la Chine, c'est un peu l'usine du monde, et je pense que son premier client, c'est les États-Unis, et c'est pour cela que Trump voudrait un petit peu punir, entre guillemets, donc la Chine, parce que quand il y a même des lectures, on voit que Trump reproche un peu, notamment, on reproche à la Chine l'entrée de drogue, là, il n'y a pas eu de punition comme ça a été prévu pour un certain nombre d'activités illicites. Il a même cité un nombre de drogues qui rentrent. Pour le Mexique, il avait dit qu'ils doivent arrêter un petit peu tout ce qui est immigration illégale. Et donc, je pense, comme a dit votre invité, c'est pour donner le temps et peut-être pour avoir des armes pour mieux négocier un partenariat qui favorise d'abord l'industrie américaine, puisque Trump a fait beaucoup de promesses pour rendre les États-Unis great again et créer de l'emploi et redynamiser un petit peu cette croissance aux États-Unis. Plusieurs promesses que Donald Trump compte bien tenir. Monsieur Moatadi, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réélection de Trump, on se retrouve dans une nouvelle phase quand on parle de géopolitique, d'économie mondiale? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dissocier la géopolitique et l'économie avec le retour de Trump? Je ne pense pas qu'on peut dissocier en fait la géopolitique et l'économie parce que tout simplement l'économie est un facteur sine qua non dans la dynamique géopolitique internationale. Maintenant, c'est une nouvelle culture en fait qui va revenir à la Maison-Blanche. On a connu déjà une pré-culture Trump durant son premier mandat, mais maintenant avec son retour, il le sait très bien, c'est son dernier mandat, mais aussi avec une majorité vraiment très à l'aise au niveau politique à l'intérieur des différentes institutions américaine, ce qui va essayer vraiment de le pousser à imposer rapidement, surtout durant les 2 premières années avant les élections partielles, imposer le plus possible en fait de culture républicaine, que ce soit à l'intérieur des États-Unis, mais aussi au niveau international concernant les dossiers qui l'intéressent le plus, parce qu'on le sait très bien, Trump s'intéresse beaucoup plus aux États-Unis et à l'économie américaine que vraiment à se positionner ou à perdre son temps politique au niveau de positionner en fait les États-Unis ou de repositionner les États-Unis au niveau international. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un certain retour de régionalisation forte, un certain retour en fait de régionalisation géopolitique qui va vraiment être en faveur de la multipolarité à l'international, mais est-ce que le retour de Trump va accélérer cette régionalisation ou il va l'affaiblir? C'est là que se pose la question. Pourquoi? Parce que malgré que Trump va essayer de militer vers ce qu'on appelle vers en fait des politiques américaines qui vont favoriser l'économie américaine, mais en même temps, on assiste vraiment à une autre force américaine qui ne veut pas perdre d'influence au niveau international, parce que veut pas les intérêts américains au niveau international protègent en fait l'économie internationale des États-Unis. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur Moatadi, désolé de vous interrompre, mais qu'en est-il des conflits justement, de l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'économie mondiale, mais aussi américaine? Je parle de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et aussi en Ukraine. Est-ce que ça va influencer, on va dire, cette incertitude économique qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'elle va influencer de la même manière avec Trump donc sur le devant de la scène en tant que président des États-Unis, le monde que ça l'a été sous Biden?
Ben, je pense que, comme je l'ai dit, en fait, pour les républicains, c'est beaucoup plus les dossiers économiques ou la dynamique économique qui les intéresse plus dans la géopolitique internationale que la diplomatie ou la politique américaine au niveau international. Maintenant, pour ce qui est des guerres, je pense que, comme il l'a promis, en fait, Trump, et on s'attend à ça, que parmi ses premières décisions, ses premières actions, c'est qu'il va essayer de fermer ou de clôturer le plus rapidement possible cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi en fait de mettre pression sur Israël, d'arrêter la guerre au Proche-Orient. Pourquoi? Parce que tout simplement concernant la géopolitique au Proche-Orient, Trump veut refaire naître en fait ces accords d'Abraham dont les républicains sont fiers, et pour les faire renaître, il faut vraiment arrêter la guerre pour que on puisse embarquer le maximum d'acteurs dans cette région. Pour ce qui est de la guerre en fait entre les Russes et les Ukrainiens, c'est que en Ukraine, ils le savent en fait très bien que les relations entre Trump et l'administration de Vladimir Poutine est beaucoup plus étroite qu'il était sous la présidence Biden. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'administration Trump va essayer de retirer la présence militaire, mais aussi politique, au plus possible des dossiers internationaux pour donner un nouveau souffle en fait économique, que ce soit aux États-Unis à l'intérieur, mais aussi dans la présence en fait des Américains dans plusieurs dossiers économiques au niveau international. Monsieur Lejay, le FMI donc, prévoit une croissance mondiale aujourd'hui d'environ 3,2% en 2025, le même chiffre qu'en 2024. Donc on s'attend à ce que la croissance reste inchangée malgré la nouvelle dynamique qui est en train de s'enclencher. Tout à fait. Donc, dernier rapport du FMI, même de la Banque mondiale, parle d'une atonie au niveau de la croissance mondiale. Il y aura pratiquement une stagnation de croissance. Et ce taux touchera pratiquement 60 pays de l'ensemble au niveau du monde, c'est-à-dire 60 pays donc sur pratiquement les 190 concernés. Et ils expliquent tout cela par plusieurs phénomènes. D'abord, il y a un manque de visibilité, les tensions géostratégiques sont toujours là. Au Moyen-Orient, on voit que cette guerre Ukraine-Russie s'enlise et il y a de l'espoir, comme l'a dit votre invité, effectivement, un des engagements peut-être de Trump, c'est d'essayer d'arrêter ces deux guerres qui perturbent le monde. Il y a également, c'est très important, des conséquences et les dégâts climatiques. Ça a été évoqué. D'accord, il y a des sécheresses, des inondations. Donc, je pense que 2025, d'après les prévisions du FMI au niveau mondial, c'est une année où la croissance, je dirais, n'est pas au rendez-vous. Ils ont même détaillé zone par zone, même pays par pays. Globalement, peut-être on va y revenir pour la zone MENA, dont nous faisons partie. Il y a une année splitting, peut-être on aura l'occasion d'en parler et rentrer un petit peu dans l'économie marocaine. Monsieur Lejay, pour rester dans la croissance, le Maroc aujourd'hui, comment se place-t-il dans ce contexte donc géopolitique et économique international? On parle, Banque El Maghreb table sur une croissance de 4,5%, un chiffre optimiste aujourd'hui? Alors tout à fait, donc même le rapport du FMI souligne que le Maroc s'en sort beaucoup mieux, son économie est résiliente par rapport à son environnement. Et on le voit parce que le Maroc, comme vous le savez, il a des échéances, des grands chantiers structurants qui l'attendent d'ici 2030. Oui, 4,5 paraît ambitieux. Pour être honnête, tout cela dépendra malheureusement des conditions climatiques. On part toujours, même sur cette PLF, sur le projet de loi de finances, on part sur une année où on fera une moyenne de 70 millions de cantons. J'espère qu'on le fera. Bon, maintenant, vous voyez qu'il y a quelques retards de pluie, il y a des petites inquiétudes qui s'installent. Il y a également, en dehors du secteur agricole, il y a beaucoup de secteurs qui ont fait preuve de dynamisme, comme l'industrie manufacturière, l'industrie automobile, les recettes touristiques, les investissements publics. L'État s'engagera plutôt à hauteur de 345 à 350 milliards de dirhams. Donc, il y a une volonté pour avoir atteint ce taux de croissance. Malheureusement, il y a un grand aléa,
il y a une grande inconnue qui est donc les conditions climatiques, qui malheureusement, depuis plusieurs décennies, il va falloir réfléchir sérieusement à s'en détacher, conditionnent notre PIB. Les conditions climatiques, donc une difficulté qu'on vit depuis quelques années déjà au Maroc, comme vous venez de le dire. Donald Trump qui est climato-sceptique d'ailleurs, pour en revenir au président. Ce qui n'arrange pas les choses. Mais on verra en tout cas ce qui va advenir en 2025. On est justement en train d'en discuter avec vous, Monsieur Moatazed. Vous le disiez tout à l'heure, on espère en tout cas qu'avec la réélection de Donald Trump, peut-être on parvienne. On a un espoir en tout cas pour la fin des guerres, que ce soit au Moyen-Orient ou peut-être en Ukraine où il avait promis de pouvoir résoudre ces conflits. Justement, donc, en ce qui concerne l'inflation, de manière générale, l'inflation qui est importée aussi au Maroc, est-ce qu'on peut s'attendre à une stabilisation qui se maintienne, que ce soit au Maroc ou ailleurs ? Je pense que veut pas, en fait, la population mondiale, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, s'attend à ce que les dirigeants mettent beaucoup plus, en fait, de politiques qui ralentissent cette inflation. Mais tout cela, en fait, dépend de l'instabilité politique et aussi de la dynamique géopolitique, que ce soit au niveau des États-Unis comme première puissance mondiale, mais aussi au niveau régional. Comme vous le savez, la population mondiale vraiment a subi plusieurs événements depuis la pandémie qui a impacté ce facteur d'inflation. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la géopolitique mondiale et avec le retour de Trump aux États-Unis et avec surtout en fait sa vision protectionniste, ça pourrait avoir un impact négatif jusqu'à certains points sur un certain nombre de régions à l'international qui dépendent de l'économie américaine. Maintenant, est-ce que Trump va aller le plus loin possible de sa politique protectionniste en fait économique pour impacter négativement un certain nombre de régions à l'international, ou bien c'était juste ce qu'on appelle un discours pour la campagne électorale et une fois à la Maison-Blanche, on devient beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et surtout beaucoup plus dans le real politique comme on dit. Je pense que Trump et l'administration Trump le savent très bien, qu'il y a une différence entre le contexte de la campagne électorale et aussi la réalité internationale. On peut en fait on peut mettre en place un certain nombre de programmes qui peuvent se voir protectionnistes, mais pas vraiment à un point où on va s'enfermer, ils vont mettre en fait des murs autour de l'économie américaine et la déconnecter complètement comme il l'a répété durant la campagne électorale. Je pense certainement qu'il va y avoir une bouffée d'air économique positif, comme d'ailleurs on l'a déjà vu pendant son premier mandat et d'ailleurs plusieurs indices en fait économiques, soit micro, macro, l'ont démontré, mais les États-Unis quand même restent un régulateur économique à l'international. C'est très important que les Américains gardent leur place en fait comme puissance économique et comme ce qu'on appelle comme une puissance et un facteur d'équilibre de la géopolitique économique internationale. Et je ne pense pas que l'administration Trump va aller jusqu'au point vraiment de faire valoir ses promesses de la campagne électorale, parce qu'il y a carrément et largement une différence entre un contexte de campagne électorale et aussi la réalité de la géopolitique économique internationale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai dit, que le fait d'annoncer que Trump voudrait imposer les 25%, que ce soit pour Ottawa ou Mexico, ce n'est plus et s'inscrit beaucoup plus en fait dans son esprit de négociateur. Et ça, les Canadiens et les Mexicains le savent très bien. C'est pour ça qu'ils se sont organisés pour dire qu'on doit donner des signes positifs à la nouvelle administration Trump pour qu'il ne puisse pas vraiment aller de l'avant avec sa promesse de 25%. Et ils savent très bien que le fait de l'avancer, c'est beaucoup plus dans un esprit de négociateur politique. Ils voulaient revoir ces échanges entre ces deux voisins en fait, du Nord et du Sud pour donner des privilèges encore plus aux Américains. Donner le ton donc en termes de négociation, Monsieur Moatazed, vous venez de le dire, donc des mesures qui pourraient impacter les régions avoisinantes négativement, en tout cas des mesures économiques, mais qui pourraient également impacter les États-Unis à long terme, négativement également, même si on parle d'un régime protectionniste avec Donald Trump. Rappelons que Donald Trump avait également promis de dévaloriser le dollar pour booster un petit peu les exportations, ce qui pourrait être bon à court terme, mais
mais à moyen et long terme pourrait s'avérer en tout cas dangereux pour l'économie américaine. Et justement, dans ce contexte, Monsieur Jay, si on devait parler justement de ces mesures qui sont annoncées, des taux aussi d'intérêt, comment tout cela pourrait évoluer en 2025 ? Rappelons qu'en fin de mandat, avec Biden, il y a eu les taux qui ont baissé et une annonce d'une nouvelle baisse future. Au Maroc, on est resté prudent en termes de taux directeurs. Comment ça pourrait évoluer par rapport à cela ? Alors écoutez, en ce qui concerne le taux directeur, donc on commence par ce qui se passe donc dans le contexte mondial. Il y a effectivement quelques décisions avec des tendances baissières comme nous l'avons vu aux États-Unis et aussi au niveau de la BCE à Francfort, parce que les taux d'inflation commençaient un petit peu à se calmer. En ce qui concerne le Maroc, il y a eu beaucoup de prudence, donc on a quand même 2 trimestres avant baissé de 25 points de base à 2,75 et on y est resté parce que le Walid Bank al-Maghreb à juste titre avait dit que les tensions inflationnistes sont toujours là. Donc la guerre s'enlise, le conflit au Moyen-Orient à un certain moment, on était très inquiets. Bon, je pense que les décisions d'hier déjà d'arrêter ce qui se passe au Liban, j'espère qu'avec l'arrivée de Trump ou même avant, Biden fait le maximum pour trouver une solution aussi au niveau de Gaza et arrêter un peu ces tensions. Donc, les tensions géostratégiques sont toujours là. Pour être honnête, le manque de visibilité est toujours là. Et Banque al-Maghreb, à juste titre, a dit on maintient, mais on observe. On est en train de suivre de très près. On verra la décision de décembre. Moi, à mon sens, je pense que les taux pour 2025, s'ils ne baissent pas, ils vont être maintenus à ce niveau-là. Maintenant, on verra comment ces tensions géostratégiques vont évoluer. Si début de l'année, et nous l'espérons tous, le conflit s'arrête, le conflit aussi en Ukraine avec la Russie s'arrête, je pense que les tensions inflationnistes vont s'apaiser et forcément les banques centrales, y compris Banque al-Maghreb, va baisser davantage pour une vraie relance économique parce que le Maroc, comme j'ai dit au début, on s'en sort mieux que les pays voisins. On a des gros chantiers structurants, il y a une charte d'investissement, il y a une volonté avec des gros chantiers structurants royaux pour booster l'économie. Et je pense qu'il y aura un contexte mondial qui va accompagner ces grands chantiers structurants au Maroc. C'est mon point de vue personnel. Donc on verra. Pour moi, ça va rester à l'identique. On verra comment le début de l'année, avec l'arrivée de Trump, les choses vont évoluer. Des tensions géopolitiques donc qui persistent, une incertitude économique mondiale qui plane encore et continue donc à planer. Dans ce contexte, Monsieur Moatiaddine, comment se place l'Europe ? Certains analystes parlent d'une Europe qui commence à s'affaiblir économiquement parlant, un euro qui s'affaiblit également face au dollar, l'Europe qui est un partenaire commercial important pour le Maroc. Comment elle se place aujourd'hui ? Est-ce qu'elle pourrait impacter aussi l'économie marocaine ? Oui, bien évidemment. En fait, l'Europe et le Maroc ont des liens étroits au niveau économique, politique, culturel, etc. Je pense que les deux économies sont très liées et que ce soit le Maroc ou l'Europe, l'un a besoin de l'autre pour, en fait, dans cette nouvelle dynamique autour de la Méditerranée. Ce qui préoccupe l'Europe aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en fait, ces problèmes de sécurité et aussi ces problèmes d'hégémonie culturelle qui essayent vraiment de travailler tranquillement parce que c'est ce qui fait sa faiblesse au niveau en fait international. Aujourd'hui, les Européens le savent. S'ils n'arrivent pas vraiment à constituer un bloc culturel homogène au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau économique et culturel, ils ne peuvent pas s'imposer comme une puissance régionale qui pourrait en fait garantir ses intérêts et surtout protéger aussi les intérêts de ses citoyens. Aujourd'hui, l'Europe a besoin vraiment du Maroc plus que jamais. Pourquoi ? Parce que avec le retour en fait des puissances en Afrique, ce continent en fait qui a été beaucoup oublié dans la géopolitique mondiale, on voit qu'aujourd'hui l'Afrique
prend en fait de plus en plus une place stratégique dans la pensée géopolitique, que ce soit des Américains, des Russes ou des Chinois et même des Européens. Et je pense qu'à ce niveau, en fait, le Maroc a un grand rôle à jouer, les Européens le savent, et c'est pourquoi il y a ce retour encore en force en fait à Rabat pour qu'ils puissent bâtir ou solidifier en fait le rapport économique et politique afin de travailler ensemble au niveau du marché africain. Aujourd'hui, je pense que les Européens au Bruxelles a beaucoup besoin plus de Rabat que Rabat l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné, l'Afrique, en fait, occupera en fait une place stratégique dans la géopolitique de demain. Et la puissance régionale qui va vraiment s'installer rationnellement, économiquement et politiquement en Afrique, c'est celle qui va prendre un élan déjà davantage et de plus des autres puissances. Les Chinois l'ont compris, Washington aussi et Bruxelles. C'est pourquoi que Rabat aujourd'hui se trouve dans une position de force et une plateforme en fait d'entrée vers l'Afrique, et les grandes capitales en fait à l'international comprennent ceci. Merci à vous, Monsieur Hicham Mouatadi. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous également, Monsieur Moustapha Aljei. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. C'est la fin de questions d'actu pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau épisode.